Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le pire, le podcast qui va parler aujourd'hui de la Ligue 1, championnat où se trouve le meilleur gardien de la dernière CAN. Je parle évidemment de Chaker Aladur. Comme je viens de le dire, on va parler de la Ligue 1 et on va parler notamment du club de Aladur, c'est-à-dire SC Ajaccio, puisqu'aujourd'hui le sujet que va traiter La Gonfle, c'est la lutte pour le maintien. En effet, cette année, il n'y a pas 3, il n'y a pas 2, mais il y a bien 4 descentes. La Ligue 1 va passer à 18 l'année prochaine, il faut donc faire le tri. Et pour avoir une bonne équipe pour le maintien, il faut souvent avoir des hommes d'expérience d'un côté, et ça tombe bien, j'en ai un. Salut Aurélien. Salut Simon, salut à toutes et à tous. Et puisqu'on va parler de descente, je voulais parler de la mienne. J'aimerais pas la remonter à vélo. Je peux témoigner effectivement, le peu de fois où je l'ai vu descendre, c'est digne des meilleurs skieurs. Mais pour le maintien, il faut aussi de la fraîcheur et un peu rajeunir l'effectif. C'est pour ça qu'on accueille Nicolas qui fait sa première. Bienvenue à toi. Bonjour Simon, bonjour Aurélien et bonjour à tous les auditeurs. Ravi d'être sur ce podcast. Merci de l'invitation. Bah, c'est un grand plaisir. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, tu as des accroches auvergnates. Et parce que beaucoup de gens de Calcio Mio passent par là, tu es aussi un fervent supporter de l'Atalanta Bergame. Voilà, pour ceux Voilà, tout qui à fait. suivent le calcio. Suivez Atalanta FR urgemment. C'est à FR, hein, c'est pas FRA, on est d'accord. Oui, c'est tiré du bas FR. Alors, clique, comme il dirait... euh, c'est Caris, je crois qu'il disait ça. Petit tour de table pour commencer, messieurs. Avant de parler du maintien, je voulais avoir votre avis sur la Ligue 1 à 18 clubs. Et puisque tu es nouveau, Nicolas, à toi l'honneur. La Ligue 1 18 clubs, je trouve que c'est une mauvaise idée, peut-être parce qu'ils veulent limiter la Bundesliga, qui est peut-être le championnat le plus proche de nous. En tout cas, souvent on a tendance à dire que la Bundesliga, oui, c'est le quatrième championnat, etc., et que la Ligue 1, pardon, c'est le cinquième. Mais je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça. Il y a peut-être une envie de un petit peu répartir un peu moins les richesses, donc de faire en sorte que les 18 clubs soient plus riches. Je pense que c'est la seule logique qui est économique. Après, je pense pas que ça ait de trop grosses conséquences non plus. C'est vrai que ça fait débat en France. C'est quelque chose qui était, je crois, jamais arrivé dans l'Hexagone. C'est un exemple, comme tu l'as dit, qui existe en Allemagne et qui existe encore plus violemment aux Pays-Bas parce qu'il me semble qu'ils sont même 16. C'est pas habituel. Aurélien, est-ce que tu es du même avis ou toi tu y vois une bonne opportunité pour le football français? Alors je suis complètement du même avis. La seule chose, en fait, on a déjà été en 18 clubs, il me semble au début des années 2000. J'ai pas réussi à retrouver la période et on était repassé à 20 clubs. Et je sais que pendant ces périodes des années 2000, ou parce que l'argument du passage à 18 clubs, le premier argument que sort Vincent Labrune, c'est pour la compétitivité. Et il me semble que le seul résultat notable de, euh, de cette période qui avait duré à peu près 10 ans, c'était la finale de Champions League de Monaco et donc la finale de Champions League aussi de Coupe de l'UEFA, si j'ai failli dire Europa League, de l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça, moi je trouvais que c'était un peu faux cul, faut pas se leurrer. Comme l'a dit Nicolas, c'est sûrement pour répartir les droits TV, au lieu de les faire à 20, tu les fais à 18, sachant que cette expansion, cette volonté d'expansion d'argent, elle vient aussi avec la future création de l'entreprise commerciale de la LFP afin de vendre les droits TV, un peu comme il se passe en Serie A et en Espagne. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. On va encore perdre des clubs historiques, même si attention, je ne suis pas contre le sauvetage de clubs historiques. S'ils font du mauvais taf et qu'ils tombent en Ligue 2, il y a qu'à voir la Ligue 2 actuellement avec des Sochaux, Le Havre, on va en parler, mais Auxerre y est resté 10 ans. Même Ajaccio qu'on connaît bien, Bastia, enfin voilà, c'est un peu le cimetière des éléphants. Maintenant, moi j'aimais bien cette Ligue 1 à 20 clubs, et je suis pas sûr que 4 matchs dans l'année
va vraiment nous aider à mieux gérer les compétitions européennes parce que je sais que en fait, Vincent Labrune aussi jalouse le championnat anglais, mais bon, hein, on est quand nous on vend 1 milliard, eux, les droits TV, eux, ils le vendent 2,5 milliards. C'est vrai que pour le coup, la question économique de la Ligue 1 18 clubs me convainc pas énormément. Pour autant, je suis pas contre. Je veux lui laisser sa chance à cette Ligue 1 18 clubs pour plusieurs raisons. On a quand même assez souvent des clubs qui sont montés il y a 2-3 ans qui descendent assez facilement. Et il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 1 qui se sont pérennisés depuis une décennie, ce qui laisse à penser que, en fait, avec le football moderne, il y a déjà un écart qui s'est créé. Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est surtout cet argument sportif et commercial, donc plus de budget et aussi moins de fatigue. Je pense que c'est pas vrai. Par contre, pour la vente à l'étranger et l'attractivité média, je pense qu'effectivement, d'avoir que 9 matchs par journée, c'est pas une hérésie, ne serait-ce que pour la visibilité du bas de tableau ou les affiches les moins sexy par week-end. Mais oui, au niveau compétitivité, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. En tout cas, j'aurais bien voulu faire comme les Anglais avec une deuxième division à 22 clubs. Parce qu'autant réduire l'élite, je suis assez d'accord, mais je ne veux pas réduire personnellement le nombre de clubs professionnels. Je suis même partisan, ça je vous demanderai aussi votre avis dessus, sur une Ligue 3. Parce qu'en fait, de toute façon, la Nationale 1, voire la Nationale 2, c'est du professionnalisme déguisé. Donc évidemment, c'est pas des salaires de Ligue 1, mais les mecs vivent principalement de leur pays du football, donc je pense qu'il est désormais temps de régler ça et d'officialiser le professionnalisme jusqu'à la troisième division. Et qui plus est, ça pérennise aussi des clubs de Ligue 2 un peu plus en difficulté qui ont l'assurance de rester professionnels au troisième échelon. Je rebondis avec toi, Nicolas. Est-ce que tu aurais bien vu justement une professionnalisation plus importante derrière la Ligue 1 dans le cas échéant ou justement il fallait rester à 20 et faire 20 partout? Je pense que 2 divisions professionnelles, ça me semble assez. Enfin, il y a souvent des clubs de national qui montent en Ligue 2 puis directement en Ligue 1. J'ai l'exemple de Strasbourg ou de Bastia, des clubs qui montent 2 fois d'affilée. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de mettre en place une troisième division professionnelle. Je pense que 2 c'est assez. Et puis de toute façon, dans les autres grands championnats, en dehors de l'Angleterre, je crois que ce sont les 2 premières divisions qui sont professionnelles. Tout à fait. Pour le moment, c'est l'Angleterre est le seul pays à faire ça. Aurélien, toi, une Ligue 3, ça te paraît débile ou une Ligue 2 à 22 ou justement, quitte à réduire, il faut assumer le choix jusqu'au bout? Non, plutôt pour la nationale en tant que division professionnelle. Comme tu as dit, hein, pour tout ce que tu dis, c'est-à-dire les mecs vivent du football. Je sais que ça force un peu, enfin ça force des investissements hein, d'être professionnel parce que tu as toujours des normes de sécurité que la ligue demande. Peut-être les rendre moins importants, en tout cas en National 1, et après en Ligue 2, les faire vraiment par palier. Et après, ouais, moi, c'est vraiment, ce que j'aimerais avoir un peu, bah, le même système qu'en Angleterre où je crois que, c'est même jusqu'à la cinquième ou sixième division qui sont professionnels quand même, hein. Il me semble que c'est 4. De souvenir, c'est 4. Ouais, jusqu'à la Sky Bet, ouais, Sky Bet, 2 League ou un truc comme ça, tu as League raison. 2, ouais. C'est la League Ouais, 2, ouais, tout à fait, parce qu'il y a Championship, League 1 et League 2. ouais. Et Première Ligue, évidemment. Bon, ben, on verra, mais après, c'est un peu un secret de polichinelle que la Ligue 3 va arriver, hein, désormais. Mais c'était aussi intéressant de voir comment s'organiser, parce que c'est bien de passer à 18 clubs, mais il faut aussi la refonte de ce qu'il y a derrière, c'est presque plus important, surtout pour l'économie du football, c'est-à-dire que en cas de descente, et que si tu veux monter, il faut avoir des reins solides et tout un plan économique fixe, avec une assurance de professionnalisation jusqu'en troisième division. Surtout si tu veux devenir compétitif, autant aller jusqu'au bout.
On va revenir sur la Ligue 1, messieurs. On va avoir un cru 2022-2023 qui a commencé. Il y a déjà eu 2 journées. Spoiler, c'est le PSG en tête. Et ça devrait rester jusqu'au bout normalement. Mais on a une Ligue 1 un petit peu inédite parce que depuis l'arrivée des barrages, on a 3 promus, mais on va avoir 4 descentes. Ce qui me laisse éventuellement penser que la mission maintien pour les 3 clubs promus, donc là c'est Ajaccio, le TFC qui a été champion de Ligue 2, ainsi que la JOCR qui est devenu le premier club à gagner les barrages face à l'AS Saint-Etienne. Ça va être très compliqué de se maintenir cette année, puisque bah, y a même un club non promu qui est assuré de descendre, puisque cette année, le 16e, le 17e ira en Ligue 2. Nicolas, il y a de l'espoir quand même pour ces clubs-là, ou bah, c'est une année puis s'en va? Je pense que Toulouse a les moyens. Je pense que c'est le promu qui sera moins en difficulté cette année en Ligue 1. De ce que j'ai vu en début de saison, c'est très encourageant. Je pense qu'ils vont avoir l'occasion de se maintenir assez tôt et finir en 12e, 13e, 14e place, quelque chose comme ça. Toulouse, il me semble le promu le plus fort cette saison. Auxerre, il faut voir. Je pense qu'ils ont les moyens aussi. Après, il faut pour se maintenir, il faut qu'il y ait quatre équipes plus faibles que soi, ce qui est un petit peu compliqué. Mais du côté des promus, il y a de l'espoir. Ce sera plutôt aux clubs qui sont installés depuis quelques saisons maintenant en Ligue 1, comme Reims, comme Troyes, voir si s'ils ont les moyens de se maintenir après être passés près de la relégation à quelques reprises. Je partage assez ton discours en disant que il faut dissocier déjà le TFC d'Auxerre et d'Ajaccio, parce que je pense vraiment que le TFC, donc Toulouse, a énormément de possibilités. Le projet est bien huilé. Ils ont été vraiment très très bons l'année dernière en Ligue 2. Ils étaient un peu au-dessus du lot. Et puis ils ont bien commencé. Ils ont bien géré leur mercato. Le travail de Comoli, qui ne plaît pas forcément à tout le monde dans la philosophie, apporte quand même des résultats plutôt convaincants jusque-là. Et je les vois bien éventuellement être le club à se sauver parmi les promus. Auxerre, pourquoi pas. Ajaccio, j'ai vraiment du mal à l'imaginer, quand bien même ils ont terminé deuxième l'année dernière. Je pense que c'est plus compliqué, ne serait-ce que pour une question de budget, même si ils n'ont pas un effectif non plus. Je ne dirais pas qu'ils ont un effectif ridicule. Il y a quand même des joueurs de qualité avec de l'expérience, mais ça me paraît compliqué. Et Aurélien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Surtout que tu es un petit peu concerné, puisque tu es supporter au Serrois et que bah, j'imagine que tu rêves de voir le club bourguignon se maintenir à l'issue de la saison. Oui, bah, un peu comme toi, hein, de toute façon, il faut dissocier Toulouse. Nicolas dit 12e place. Moi, je serais pas étonné de voir à la 8e ou 9e. Alors, tu me diras, 4 places, c'est pas beaucoup, mais je les vois vraiment, vraiment aller jouer sur la première partie de tableau, sachant qu'en plus, ils ont réussi à garder Branco van den Boomen. Et ça, ça, mine de rien, bah, on l'a déjà vu hein, sur les 2 premiers matchs. Qu'ils en profitent maintenant parce que le néerlandais il va, il va partir pour au moins 10-15 millions l'année prochaine. C'est vrai Parce qu'il qu'il a... est... Oui. Ouais, je dis parce qu'il commence à être un peu âgé, je crois qu'il a peut-être 26-27 ans. Donc voilà, ça c'est la première chose. Surtout que, bah, comme tu disais, en fait, Comoli, il profite beaucoup des expériences qu'il a eues à Tottenham, à Liverpool, même à la SSE. Il connaît bien le championnat français. Apparemment, il a fait une formation express football manager avec tout ce qui est statistique et la cellule de recrutement est tout juste magnifique. C'est vrai qu'on se moquait il y a 2 ans quand Toulouse était descendu en Ligue 2 parce qu'ils avaient enchaîné encore 3-4 victoires, 3-4 défaites. Et d'ailleurs, c'est après un match contre Auxerre où ils renversent Auxerre, on menait 1-0 au bout de 12 ou 13 minutes de jeu et on perd 3-1. Et à partir de ce moment-là, ils avaient commencé à revenir sur leur rythme de croisière qu'on leur a connu pendant toute la Ligue 2, surtout la saison dernière. Euh, comment, euh,
Donc et de toute façon, quand Comolli est arrivé, il a tout de suite dit, «Je joue le haut de tableau de la Ligue 1 et tous les recrutements sont faits là-dedans». Et en fait, on voit déjà, hein, sur les 2 premiers matchs que des Ratao, que des Spearings, que même, ils en ont un autre, un petit attaquant, j'ai, complètement oublié le nom, mais C'est pas l'effectif. Dalinga? Non, c'est, bon, mais c'est pas grave. Tu sens en fait que l'effectif, il est au point pour la Ligue 1. Moi, enfin, ils ont roulé sur la Ligue 2 et donc j'étais pas étonné, enfin là, je suis absolument pas étonné de les voir, bah, déjà avec, 4 points sur ce début de saison. Surtout, parce que ça, il faut pas l'oublier, la Ligue 2 est ultra physique quand la Ligue 1, même si c'est un championnat physique, la technique commence à prendre un peu plus le pas et parfois s'extirper de la Ligue 2, ça permet, bah, de mieux miser sur, l'aspect technique et bah, l'aspect technique, bah, les joueurs de Toulouse en ont plus qu'à revendre. Bah, moi j'aime Maintenant beaucoup, je sais pas si c'est pas de lui que tu parlais, de Rhys Healey, oui aussi. qui est un très bon joueur de football. D'ailleurs, c'est bizarre de voir un Anglais en France, c'est pas tous les 2 matins. Non. Et lui Le déjà, le 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 dernier, je pense que c'était vous qui l'avez amené, hein? ouais, ouais, ouais. Tu parles de Joey? Ah non, mais non, après Joey, celui avec les oreilles décollées là. Fletcher? Oui, Steven Il est Fletcher. écossais, Ah lui. non, il est Il écossais, est autant pour moi. écossais, il est Ah, écossais. c'est la couronne britannique, moi ça me bon après que je dise pas ça, les Écossais vont me lyncher. Oui, un petit peu. Nicolas, tu trouves que le projet toulousain, il est très intéressant, notamment aussi dans sa conception, on a dit, avec beaucoup de data football. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont pas aussi bénéficier de quelque chose dont, enfin, d'une dynamique qui est assez répandue maintenant dans le foot professionnel, notamment en Ligue 1, c'est la dynamique du promu qui commence bien et qui fait une très bonne première saison, un peu comme bah, Clermont, que tu connais bien, mais aussi le Nîmes Olympique en son temps, où ils sont capables d'aller chercher même la première partie de tableau avant de un peu plus galérer les saisons d'après. Toulouse, c'est quand même une place forte en Ligue 1. Faut pas oublier que quand même quelques années, enfin, il y a quelques dizaines d'années maintenant, ils étaient en Ligue des Champions, donc C'est vrai. c'est pas non plus un club comme Ajaccio ou qui a beaucoup moins de budget ou un autre. C'est quand même un club qui a du budget, qui sait recruter. On a parlé de Van der Boomen qui quand même était en deuxième division hollandaise, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même très fort ce qu'ils ont fait. Et il y a aussi le fait qu'ils peuvent aussi bénéficier de l'élan du promu, hein. Ils peuvent tout à fait aller chercher la première partie de tableau. Je pense qu'ils termineront un peu plus loin, mais ce sera juste à un moment où ils auront un temps faible, hein. Ça m'étonnerait pas non plus. Mais je pense quand même que Toulouse, ils ont un effectif, ils ont un entraîneur aussi et une direction qui fera tout pour se maintenir et je pense qu'ils se maintiendront sans trop de difficultés assez tôt dans la saison. Bah, je pense, bah, il y a un consensus alors, je pensais que ce serait plus compliqué à étudier, mais on est tous d'accord que Toulouse, part bien et peut entrevoir une Ligue 1 18 clubs. On va quand même parler d'Auxerre, Aurélien, qui, selon moi, peut aussi le faire, mais qui a moins de certitude, notamment défensive, hein. Le début de saison et la préparation n'ont pas été, très convaincantes, on va dire, sur le plan défensif. Beh, je crois Heu, hormis contre l'UNFP et encore, tain, j'ai un sacré doute, enfin sur nos 5 ou 6 matchs amicaux, je crois qu'on en encaisse au moins 1 à chaque fois. mais il me semble que contre l'UNFP ouvre le score, hein, même, si je te dis pas Ah de oui, bêtises. peut-être, ouais. Ouais, il me semble que vous êtes menés au score par l'UNFP. C'est vrai que défensivement, c'est compliqué. Par contre, on connaît Furlan, il connaît la Ligue 1, on connaît son projet de jeu. C'est plus facile à mettre en place en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, bon, c'est vrai que ça peut faire des redites, hein, par rapport, au live que j'ai fait hier, mais, je trouve toujours, la comparaison assez intéressante. Auxerre, depuis 3 saisons, c'était comme, la Ligue 2, c'était comme le CM2. C'est-à-dire qu'on était, un grand, chez les «petits» entre guillemets et là, on est passé en sixième et on est un petit, chez les grands.
Il y a ça à digérer. Il y a pas beaucoup de budget, encore moins enfin, Ajaccio, c'est encore moins, mais à la JOCR, je pense que si on a 32 millions de budget pour le fonctionnement global, sachant que le centre de formation en prend, une très grosse partie, ce dont je suis plutôt fier parce que dans association de la jeunesse auxerroise, il y a quand même le mot, jeunesse et on se rappelle tous, quand même des Olivier Capot, Mexès, Cissé, qu'on a formés, aussi bien, Basile Boli, il me semble qu'aussi il est formé chez nous. Mhm. Donc le centre de formation, c'est quelque chose de très important, en terre, bourguignonne. Maintenant on a beaucoup, enfin on a quand même fait, on a beaucoup recruté. Il y a, 9 recrues maintenant avec, l'arrivée d'Mbaye Niang qui a été officialisé il y a quelques heures. Pour ceux qui, enfin au niveau, nous sommes mardi, je tiens à le préciser, puisque je ne sais pas quand est-ce que tu auras Tout fini de à monter fait. le podcast, Simon. Et au-delà de ça, en fait, c'est vrai que tu as des paris. Bah, Mbaye Niang, c'est un gros pari parce qu'on connaît tous, toutes et tous, le talent, j'allais dire du jeune homme, mais qui est plus trop jeune non plus, du moins pour un footballeur, hein, parce que sinon il reste plus jeune que moi et je m'estime encore jeune. On a fait Kaïs Ruizatil, qui était aussi réputé pour ses frasques lors de son retour au FC Barcelone en janvier dernier. Mais voilà, il y a quand même. Après, il y a des bonnes pioches, hein. Julien Janvier, qui a été exceptionnel contre Angers. Gauthier qui est toujours aussi fort. Joubal Junior pour aussi la défense. Et surtout, bah, Nuno da Costa, qui me laissait un peu pantois. Là, sur ce premier match contre Angers, bah, c'est sûr que ça va permettre. Je pense que Gaëtan Charbonnier, bah, ça va être merci pour ce moment et on va le renvoyer en Ligue 2. Je sais qu'il y a il y a des rumeurs pour qu'il l'envoie dans le Forez. Donc, il y a ça, c'est beaucoup de paris. Tu sens qu'on digère encore. Contre Lille, on jouait la peur au ventre. Contre Angers, on a joué 30 minutes, on s'est fait avoir. Il y a eu le carton rouge, et après le carton rouge, on s'est remis à jouer. Donc voilà, il ne faut pas qu'on oublie que la Ligue 1, c'est 90 minutes, c'est le haut niveau, et le haut niveau ne pardonnera pas. L'égalisation, elle est venue de Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal, c'est un mec qui a connu Lille, qui a connu aussi Angers, il avait bien aidé, il me semble, au moins à les stabiliser en Ligue 2, et qui a aussi connu l'Angleterre, qui est international marocain, bah, c'est sûr. Hein, Paul Joly, qui lui a fait majoritairement de la réserve et qui faisait un très bon match, bah, il s'est fait avoir par ce splendide joueur. Et c'est vrai que Ajaccio, bah, je regardais les arrivées d'Ajaccio. Si on me dit Bah, qu'il y a Amouma, c'est ça? ouais, Amouma qui a pris un carton rouge, Mangani, Michael Alphonse, Fernand Mayembo et Clément Vidal. C'est pas. Et quand même, il y a la perte de Gédéon Calulu, et ça, il faut pas l'oublier, parce que ce qui était très fort avec Ajaccio l'année dernière, c'était l'assise défensive. Et Gédéon, Mhm. il apportait beaucoup. Euh, donc c'est vrai que c'est le club qui me fait le plus peur. Bon, ils ont réussi à tenir tête à Lens le week-end, c'est ça, ce week-end? Ou je confonds? Euh, il me semble. Attends, je vérifie. J'avoue qu'à Ajaccio, depuis le début de la saison, je les ai entreaperçus, mais très vite. Je me suis pas trop concentré sur eux. Oui, c'est ça, ils ont fait 0-0. Ouais. Je savais qu'ils avaient fait match nul, mais je n'étais pas du tout sûr que c'était Lens. Donc Tu as bien raison. voilà, donc la recette fonctionne encore, mais j'ai peur que à la longue, de toute façon, bah, la JOCR, hein, on s'est marré pendant les années Giroud à dire qu'on jouait le maintien, alors qu'on a quand même joué presque 100 matchs en Coupe d'Europe. Bah là, on joue le maintien de manière véridique. Tu soulèves quelque chose d'intéressant et j'aimerais bien avoir l'avis de Nico là-dessus. Encore une fois, un club qui monte, enfin plusieurs clubs même qui montent, puisque c'est le cas d'Ajaccio notamment et d'Auxerre. On va chercher des mecs d'expérience qu'on connaît depuis des dizaines d'années maintenant en Ligue 1, qui ont un moment eu un peu la cote, mais qui n'ont jamais confirmé, comme bah, donc en l'occurrence là, je pense à Romain Amouma
Il y a Mbaye Niang. Nicolas, toi, tu connais aussi bien le calcio, donc tu sais qu'il a joué au Torino, tu l'as vu au Girondin de Bordeaux, à Rennes, enfin, tu l'as même à Montpellier. Est-ce que tu penses que ces profils-là peuvent vraiment aujourd'hui, enfin, est-ce que c'est une recette qui est aujourd'hui imparable d'aller chercher on va dire des papis du foot français ou justement, surtout quand ils sont descendus l'année d'avant, c'est une fausse bonne idée et il faut arrêter d'aller chercher ce genre de projet-là. Est-ce que ça va bien finir ou est-ce que ça va faire comme à l'époque à Montpellier, la Ferrari, elle va finir par se planter dans l'arbre? S'ils veulent des joueurs d'expérience, il faut qu'ils soient utiles dans le vestiaire et sur le terrain. Mais s'ils n'arrivent pas à concilier les deux, M'Baye Niang, on l'a vu bah, à Bordeaux, certes, dans un contexte compliqué, mais il n'a marqué que un ou deux buts, je crois. Donc c'est pas grand-chose. Vu qu'il était allé en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez compliqué. Je pense que des joueurs d'expérience, il en faut. J'ai l'exemple parfait avec le Clermont qui a recruté Maxime Gonalon, même s'il est plus très jeune, il a 33 ans, ça reste un joueur d'expérience qui peut apporter sa confiance dans le vestiaire. Après, vu son premier match contre Paris où il a été un des flops, hein, même s'ils ont pris 5-0, il y a peu de joueurs qui ont surnagé cette rencontre, mais il a fait des pertes de balles. On n'attend pas ce genre de performance de la part de Maxime Gonalon, qui est quand même passé par Lyon et par la Roma, donc Et l'équipe deux de grands clubs France? européens, et l'équipe de France en plus qui est internationale, c'est vrai. Euh, donc il faut voir, on peut pas juger avant le début de la saison, mais c'est vrai que recruter des joueurs qui ont confirmé sans trop être exceptionnels à l'étranger, peut-être qu'un retour en Ligue 1, ça peut marcher. Et voilà, je pense à Gonalon là comme ça, mais il y en a plein d'autres, hein, Mbaye Niang, il y en a plein d'autres. Bah, moi, c'est vrai que le cas Mbaye Niang particulièrement m'inquiète un peu parce que l'année dernière, au-delà de ses piètres performances, mais ça c'était à l'image de tous les Girondins de Bordeaux, il y a eu quand même un gros manque d'investissement qui était à chaque fois souligné dans son cas personnel, d'avoir été en boîte en pleine semaine alors qu'il y avait des matchs importants où c'était encore possible de se maintenir. D'ailleurs, c'est un peu explosé dans le vestiaire à cause de ce genre de sujet. Voilà, c'est pas des idées qui personnellement me font rêver. Je trouve que un Clermont qui avait pas un Maxime Godalon l'année dernière, qui n'avait pas non plus voilà de noms super fringants qui ont marqué la Ligue 1 jusqu'alors, bah, s'en est très bien sorti sans. J'ai le souvenir du Nîmes Olympique qui n'avait pas particulièrement non plus de noms clinquants avec des mecs habitués à la Ligue 1 depuis au moins 5 ans. Je trouve que c'est un peu la Ligue 1 de Guy Lacombe de Bernard, non, si de Guy Lacombe, pardon, de faire ça. C'est un peu dépassé et j'ai peur qu'en fait ce soit de l'argent mis un peu jeté par les fenêtres. À la limite, un Kais Ruiz, tu vois, Aurélien, ça me, ça me titille plus la curiosité que de voir un Nyang dans un énième club où il va peut-être encore une fois décevoir. Bah, il Après, arrive on libre, peut, hein, on peut donc débattre. c'est pas non plus. Voilà, Oui, mais il tu arrive sais libre. très bien qu'aujourd'hui, une arrivée libre, elle n'est jamais libre. Oui, mais Les agents passent par là. disons que les fameux 45 millions que disait Gérard Lopez, genre, mes joueurs, je peux les vendre 45 millions. Je sais même pas s'il a récupéré 5 millions d'ailleurs. On parle de Gérard Lopez, c'est-à-dire que si vous croyez en 2022 encore à ce que dit Gérard Lopez, J'espère que bah, Twitter Lotus n'est ce serait pas. encore en Formule 1, quoi. J'espère que Twitter n'est pas révélateur de ça parce que il a réussi à en emboucaner vraiment pas mal, hein. Oui, mais oui, Je c'est suis le problème de consterné. Twitter. Oui, oui, C'est oui, le problème mais de Twitter. T'as des gens qui ne seront jamais objectifs sur leur club. C'est comme s'ils disaient que l'OM pouvait aller en demi-finale de Ligue des Champions. mhm. Non, ça c'était avant. Ce sera pas aujourd'hui, ce sera peut-être même pas demain. Donc, faut rester objectif. Voilà, c'est le message de cette première partie. Mais bon, En tu tout vois, cas, pour on est. revenir sur la Ligue 1 qu'on connaît, moi je suis toujours d'avis que tu peux aller chercher toujours un ou deux joueurs par équipe qui descend, parce qu'il y a toujours un joueur intéressant, hein.
Bon, manque de bol, c'est l'AC Milan qui avait déjà préparé Yacine Adli, hein. Donc, mais après, tu vois, Bordeaux, c'est particulier. Je pense qu'il y avait un contexte qui fait que un M'Baye ne peut pas progresser dans une équipe qui va mal. Et pour moi, ça reste quand même. Et il n'a pas tout le temps été titulaire, donc j'ose espérer que le contexte auxerrois un peu plus calme, parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Je sais qu'il y a des tensions entre Furlan et Malherbe, surtout que depuis que James Zou est parti et que c'est Malherbe qui est devenu président exécutif, je pense que Furlan, il doit un peu mettre de l'eau dans son vin. Pourtant, c'est quelqu'un qui est réputé pour dire ce qu'il pense. Mais là, c'est vrai qu'on a chopé Costil, Mensah et M'Baye, sachant que Costil, donc là pour le moment, je crois que c'est 26 matchs, toutes compétitions confondues, enfin au moins en Ligue 1, où il encaisse un but. Gideon Mensah, considéré comme le moins pire des Bordelais, mais d'un côté, c'est vrai que notre latéral gauche était déjà limité en Ligue 2, il fallait forcément Mensah, et M'Baye qui est le pari de la JOCR. Alors dans le temps, on a su relancer des joueurs, hein, des Enzo Sifo, des Laurent Blanc, même, il me semble que Stéphane Guivarch, quand il revient chez nous après Newcastle ou après un autre club, parce que je crois qu'il ne revient pas tout de suite chez nous, on avait réussi à le relancer aussi. Bon, beaucoup de paris, mais le maintien, c'est aussi ça, quoi. Bah, le temps nous le dira, de toute façon, il n'y a pas d'autre révélateur plus précis que la fin de saison. Donc rendez-vous à la 38e journée pour voir si les recrutements faits par nos 3 promus seront payants et leur permettront de jouer une saison de plus dans l'élite. Messieurs, on l'a dit, si on voit Toulouse rester en Ligue 1 et qu'en plus de ça, il y a 4 descentes, ça veut dire que des clubs installés de Ligue 1 vont forcément descendre. Est-ce que, Nicolas, tu as une shortlist de candidats à la descente? Je dirais en premier Angers, parce que je sais pas pourquoi je sens mal cette saison. Il y a eu beaucoup de départs. C'est pas un, c'est pas un club qui respire la tranquillité à mon sens. Il y a Troyes qui a une habitude de faire l'ascenseur et qui a commencé très mal la saison. Il y a Reims pour des raisons de purement purement physiques. Pour le coup, leur début de saison, il est très mauvais. Reims qui a perdu contre Clermont là récemment, se faisant remonter en prenant 4 buts. C'est assez catastrophique de la part de Reims. Bon, d'accord, ils ont été ils ont été réduits à 10, mais je mets Reims dans cette liste également. Je mettrai Ajaccio aussi. Je pense que ce sont ces 4 clubs-là qui pourraient descendre. Après, faut faire attention. Auxerre, j'ai tendance à les mettre soit 16e, soit 17e. Ça dépendra vraiment de la concurrence et de la suite de la saison. Clermont, je pense qu'ils seront dans ce groupe-là. Et, et Lorient également, même s'ils ont remporté leur premier match, ils ont un match face à Lyon à récupérer. Aurélien, ta shortlist de clubs qui prétendent à la descente alors que ils étaient en Ligue 1 depuis quelques saisons. Mais elle ressemble quand même étrangement à celle de Nicolas, hein. Comme il a dit, hein, quand même, Clermont, il y a quand même 13, plus de 13 départs sur des mecs importants comme Mohamed Ali Chaud ou Fulgini. Et après, en fait, c'est que des seconds couteaux, style Ebossé, Cabot, Baoken, Pereira Lage, Ninga, Romain Thomas. En fait, c'était des gens qui quand même apportaient quelque chose à Clermont, et j'ai peur que À Angers, au SCO d'Angers, à, attention. à Angers, en effet, et qui, leur départ, comme on l'a vu, hein, face à la JOCR, en fait, ça a dégraissé pour faire la place aux jeunes. En fait, faire la place aux jeunes, c'est comme, pour moi, comme si tu venais d'être promu en Ligue 1, et on sait tous comment ça peut se terminer. Tu as quand même besoin d'expérience. Reims, j'étais un peu. Bon, je sais pas, je trouve que quand même l'arrivée de Balogun
ou du japonais de Genk, ça pouvait faire quelque chose. Mais quand même, le départ de Petkovic, non, de Rajkovic, décidément, Rajkovic, c'est voilà. Rajkovic. Le départ de Rajkovic peut faire mal. On parle quand même d'un mec qui, pour moi, était dans les top 5 gardiens de Ligue 1, avec Walter Benitez. Et quand on sait l'importance d'avoir un gardien qui peut t'arrêter pas mal de buts, c'est vrai que c'est voilà, gros départ. Désolé Nico, mais quand même, vu comment Clermont a claqué des miches pour se sauver sur la deuxième partie de saison 2021-2022, j'ai peur qu'ils refassent l'ascenseur. Après, on ne sait jamais. Hein, Pascal Gatien reste un magicien. Son fils, que pour moi c'était un bon joueur de Ligue 2 qui qui pouvait pas jouer en Ligue 1, prouve que il a des qualités à faire valoir. Et d'ailleurs, c'est très bien. Je pense que votre recrutement quand même permettra de vous sauver, sachant que vous avez recruté grand. Je crois que la moyenne de vos recrues en titulaire, elles font un peu plus d'1m84, parce que Gatien avait remarqué que vous preniez beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Donc c'était assez drôle. Ça permettra de peser dans la raquette. Ah bah voilà. Ajaccio, c'est vrai qu'on on en parle depuis le début. J'ai peur que ça finisse à 28-29 points en tout. Et quand je regarde le classement, j'aime beaucoup Brest aussi, mais j'ai j'ai un peu peur. Et même Montpellier, pour moi, est pas hyper reluisant par rapport aux dernières années. Donc, de toute façon, le prochain match, c'est Auxerre-Montpellier. On aura tout de suite une bonne idée. Après, c'est clair que cette année, ça va être palpitant en bas parce que il y a toujours un groupe de clubs au niveau assez resserré. Et d'habitude, c'est pas une question parce que voilà, il y a une place en moins, si ce n'est deux, pour la descente. Donc c'est vrai qu'on va être dans une configuration inédite et à mon avis, ça va quand même se jouer à pas grand-chose et il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Pour Néanmoins, moi, je le vous maintien ne se suis. jouera pas à 40 points. Pour moi, le Ah non, maintien. non, mathématiquement, c'est presque pas possible qu'il se joue à 40 points cette année. Donc, c'est Non, mais 42 d'habitude. ouais, mais Donc, je pense que ça fera un peu comme. Personnellement, je trouve que ça fera un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que même à 38-39, il y aura moyen d'espérer un truc. Hein. oui, oui, c'est possible. N'empêche, je suis assez d'accord avec vos choix. Désolé Aurélien, mais je pense que la LC Ajaccio et la JOCR vont descendre. Je pense que les reins vont être légers. Après, en fait, ce qui me fait peur, c'est pas qu'ils vont pas avoir le niveau Ligue 1 quand il le faudra, mais j'ai peur du retard à l'allumage et des points qui coûtent cher à la fin. C'est un peu ma crainte. Même s'ils sont capables de sauver. C'est-à-dire que ça reste que des pronos et j'ai quand même une liste de 6 clubs à peu près que je pourrais imaginer descendre. Donc 2 promus. Je pense effectivement que Reims, ils vont prendre le bouillon cette année. Je l'ai vu lors de matchs, notamment le premier, où ça a vraiment pas été bon du tout. Collectivement, c'était pas du tout ça. C'était pas le Reims qu'on a l'habitude de voir, quoi. On voit que il n'y avait pas les fulgurances des Kitike, notamment. C'était pas fluide. Il y a pas Rajkovic pour faire les miracles. Conan, il me semble qu'il est parti également. C'est quand même une sacrée perte aussi pour eux. Et c'est pas l'arrivée de Junya Ito et de Gravillon qui va me faire changer d'avis sur la question. Donc je pense que Reims va vraiment descendre. J'ai été rassuré par Brest. Par contre, je trouve que Brest joue bien, propose des choses et qu'ils sont capables d'aller chercher de bons résultats, même contre le top 7. Ils auraient même pu espérer mieux, franchement, face à l'OM. Donc peut-être que Brest, je les vois pas descendre. Je serais plus inquiet, effectivement, pour Clermont. Parce que l'année dernière, ils ont vraiment eu ils ont eu un état de grâce à un moment donné, faut le dire, même s'il y a eu des absences totales, hein, on en parlait en off, du 6-0 notamment. Voilà, trop changer d'effectif, ça complique quand même beaucoup les choses en début de saison notamment. Mais il y a je sais pas, il y a du cœur. Bon après, moi, pour moi, c'est à l'image de cette région, il y a du cœur chez les Clermontois.
Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un nouveau maintien, mais la tâche sera quand même beaucoup plus compliquée que l'année dernière. Ben, ça représentait ce que je disais, là, cette euphorie de la première année. Clermont l'a complètement vécu. Peut-être pas aussi bien que d'autres clubs, mais ils l'ont eu. Et on sait qu'en fait, parfois, c'est la seconde année la plus difficile en Ligue 1. Et j'ai peur que ce soit le coup d'épée dévastateur pour Clermont. Par contre, attention quand même à Lorient aussi et à Angers. Surtout qu'Angers, ils vont peut-être avoir je sais pas si messieurs, vous avez remarqué ça, la malédiction du stade fini. Il y a beaucoup de clubs, quand ils ont voulu grandir, qui ont fini leur stade, où ça a fini en catastrophe d'avoir fait un stade un peu plus grand. Alors Le Mans sera inégalable, hein, parce qu'ils avaient carrément changé tout le stade. Là, le stade Raymond Kopa, il est prêt, mais j'ai peur qu'il serve plus en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Je les trouve moins bons qu'avant, je les trouve collectivement moins forts, en tout cas sur ce qu'on a vu, et même déjà un peu la fin d'année dernière. Et j'ai peur qu'ils fassent partie du train des relégables. Donc il faudra surveiller ces clubs-là, mais par contre, vraiment, je mets Toulouse dans les sauvés. Je pense vraiment qu'ils ont le niveau pour sauver, qu'ils feront mieux. J'avais quand même une question à vous poser. Je vais commencer avec toi, Nicolas. Est-ce qu'on peut avoir une grosse surprise en descente? Je veux dire, un club qui joue pas d'habitude la Ligue des Champions, faut pas déconner. Mais est-ce on pourrait voir un accident industriel avec une 17e place, un peu comme Bordeaux et Saint-Etienne l'année dernière? Est-ce que ça peut se répéter cette année? Je pense que il y a un club qui un petit peu représente cette instabilité, c'est Nantes. On sait jamais trop à quoi s'attendre Tu lis dans mes avec Nantes pensées. entre leur président qui est un peu fou et l'entraîneur Camboire qui semble en avoir un peu marre du recrutement. Je sais pas, ça peut mal se passer. Il peut être limogé. Ils peuvent reprendre un entraîneur, ça ne marche pas non plus. Ils peuvent le renvoyer à son tour. Euh, le fait qu'il joue le maintien ne me surprendrait pas. Après, de là, être relégué, ce serait un accident, mais ça peut arriver. Pour moi, c'est un club en plus qui va jouer une compétition européenne, donc attention à pas trop laisser d'énergie, à pas délaisser le championnat, parce que ça peut très vite, pardon, mal se passer. Aurélien, est-ce que tu es d'accord que le FC Nantes... Alors franchement, j'ai pas voulu dire le nom pour avoir votre avis complètement objectif et je ne l'avais pas mis dans les notes de notre honneur. Mais effectivement, je parlais du FC Nantes qui va jouer l'Europe et qui pourrait peut-être le payer cher. Je sais pas ce que t'en penses, Aurélien. Bah, c'est vrai que comme l'a dit Nico, je pensais pas du tout à Nantes, surtout que bah, ils ont perdu Randal Kolo Muani, qui est déjà en train de s'éclater en Bundesliga avec Francfort. Mais perdre aussi Ludovic Blas pour Moussa Sissoko, c'est pas ce que j'appelle un glow-up. Et j'ai peur que, en plus, oui, Antoine Camboire fasse clairement le choix du maintien par rapport à celui de la Coupe d'Europe, alors que cette année, je sais qu'on a besoin de points européens parce qu'on perd les résultats d'il y a 5 ans. Et comme j'ai pas cliqué dans l'article, mais je crois qu'il y a 5 ans, on avait fait des belles choses. Donc il y a ça. Mais sinon, pour moi, le portrait robot de l'équipe qui va descendre, c'est vraiment Angers avec les 13 départs. Et la direction, tu sais jamais trop ce qui s'y passe. Tu sens qu'il y a quelques magouilles. Tu sens que c'est pas serein. Donc voilà, je pense que c'est hormis Angers, demi-surprise. Il n'y aura pas trop de Saint-Étienne ou de Bordeaux, où quand même il y avait eu des prémices hein, sur ces deux clubs avec les risques de relégation. On a oublié de parler d'un club, enfin en tout cas j'ai pas développé dessus et je l'ai un peu oublié dans ma liste. Nico, qu'est-ce que tu penses de 3? Parce qu'il y a un vrai fond derrière, on sait que c'est le City Group et tout ça, mais je les sens pas sereins pour autant. J'en pense pas grand-chose à vrai dire de Troyes. C'est un club qui est habitué à faire un montée-descente, donc j'aurais tendance à le mettre dans le groupe qui joue la descente, hein, logiquement. Après, oui, il y a le City Group derrière, mais je pense pas que ça les gêne tant que ça, qu'ils soient en Ligue 2 ou en bas de tableau de Ligue 1. Et je veux dire, ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont Adil Rami, bon,
c'est pas le monstre qu'il a pu être, mais voilà, ils ont tous Garde qui est un joueur correct. C'est un club pardon qui jouera le maintien évidemment. Ça m'étonnerait pas qu'il termine à 18 ou 19e. Ouais, surtout que ça se passe mal avec Bruno Irles ces temps-ci. Oui, ça a pas pris. Clairement, ils avaient une vraie volonté de le faire venir, mais ça n'a pas du tout pris. Et bah, c'est vrai que je suis un peu inquiet pour eux. Vraiment, j'ai l'impression que City est pas paniqué à l'idée de les voir descendre. D'ailleurs, l'exemple de Gérone tend en ce sens, hein, quand Gérone est descendu, ça n'a pas été un problème, ne serait-ce que pour intégrer le City Group ou quoi que ce soit. Ils sont finis par remonter, tant mieux pour eux, mais voilà. C'est vrai que j'ai oublié de parler de 3, mais 3 me fait un peu peur. Messieurs, pour terminer l'émission, et je vais commencer par Aurélien, tiens, pour un peu changer l'ordre à chaque fois. Est-ce que, avec donc on l'a dit, il y a 4 descentes, mais du coup, ça veut dire aussi qu'au niveau Ligue 2, pour monter, il va falloir se faire la guerre. Est-ce que Saint-Étienne et Bordeaux peuvent remonter selon toi? Saint-Étienne, j'ai peur quand même qu'ils ont encore moins un point. J'ai une grosse confiance en Laurent Batles, mais je pense qu'il faut encore attendre. Ce sera pas cette année, ce sera l'année prochaine. Bordeaux qui est en train de jouer avec leur N3, enfin leur jeune de N3, ça fonctionne pas trop mal, mais ça visera le ventre mou. Pour moi, il y aura sûrement le PFC, Ouais, ça enfin paraît j'espère, inévitable maintenant. le PFC et peut-être aussi Dijon avec Omar Daf, ça peut faire quelque chose, hein. Ça peut Ça peut faire effectivement, ouais, quelque chose. ça peut faire quelque chose. Mais attends, c'est vrai que j'ai absolument pas. Après avoir suivi la Ligue 2 pendant 10 ans, voilà que tel, euh, tel comment. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle amoureuse qui est beaucoup plus belle et je ne regarde qu'elle et je ne regarde même plus les autres. Alors qu'elle est alors qu'elle serait capable de me jeter l'année prochaine. Mais c'est vrai que non, mais Guingamp et Caen aussi, il y a moyen que ça fasse quelque chose. J'aurais bien misé un petit copec sur le Havre, mais ça démarre mal et même si on a, enfin pour avoir suivi donc quand même la Ligue 2 depuis 10 ans, tu sens que le championnat a toujours cette tendance à se tasser. Mais Guingamp, tiens, Guingamp et le PFC, ce sera mon pronostic. J'aurais tendance à parier pareil sans pour autant oublier le FC Metz qui est capable de faire l'ascenseur. Et je vais suivre avec attention parce que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas montés en Ligue 2 mais qu'ils ont l'air de bien commencer. C'est le Stade Lavallois qui est de retour. Voilà, le club orange, le club de la Les Mayenne. Tango. Oui, ils sont de retour et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Nicolas, est-ce que le miracle peut arriver pour la SSE et les Girondins ou non, il faut clairement attendre un petit peu avant de les revoir dans l'élite. Je vois Bordeaux être tranquillement en partie haute de tableau. Ils ont fait un bon début. Ils n'ont pas été trop inquiétés. Je pense qu'il y a des équipes de Ligue 2 qui sont bien plus faibles que Bordeaux. On a vu Rodez par exemple. Mais je pense que Saint-Étienne, ils arriveront à se maintenir. On a vu lors du dernier match où il y a eu match nul, ils étaient menés 2-0 par Quevilly-Rouen, il me semble, et ils sont revenus. Mm, c'est ça. Donc, ils ont une force de Ils étaient caractère même qui pas loin de faire la servira. remontada si il n'y avait pas le carton rouge. Voilà, donc c'est une équipe qui arrivera à se maintenir sans trop de soucis et qui visera mieux l'année prochaine. Parce que pour un grand club comme ça qui se sépare comme Bordeaux hein, de beaucoup de joueurs qui étaient en Ligue 1, se séparer de beaucoup de joueurs comme ça, c'est dur de revenir directement l'année prochaine, enfin l'année suivante. Donc je pense que les deux ne monteront pas. Mais la saison d'après, à mon avis, il faudra compter sur Bordeaux et sur Saint-Étienne pour la montée. Là, ça va être compliqué cette année, tout de même. Bah, on est tous assez d'accord et voilà, on leur a fait un petit coucou malgré la descente et on leur souhaite le meilleur dans l'antichambre de la Ligue 1. Messieurs, on a fait un bon temps d'émission, c'était super sympa un peu de changer d'ailleurs de sujet. On parle rarement du maintien dans la gonfle, on l'avait fait qu'une fois je crois, c'était pour Leeds qui a réussi sa mission. Merci Nicolas pour ta première. Bah, merci à toi pour l'invitation.
Et on va suivre avec attention Clermont et aussi l'Atalanta en espérant que tu aies de bonnes nouvelles en fin de saison à fêter. Exactement. Là, ça a bien commencé, là, donc on espère que ça va continuer. On l'espère pour toi. Aurélien, merci encore d'être venu, hein. Merci monsieur le cadre. Et j'espère que ton AGOCERT te fera plaisir cette année, ou qu'au moins tu auras des émotions. Ah bah, les émotions, elles ont bien commencé avec les 2 premiers matchs. Donc ça, j'en aurai maintenant. Mais c'est bien, c'est la première fois que je viens en qualité de supporter auxerrois. Et ça me fait quand même plaisir. Il a fallu attendre, hein, quand même, pour que tu puisses parler d'Auxerre en Ligue 1. Et je Eh ouais. rappelle que la dernière fois qu'Auxerre a joué en Ligue 1, c'est Montpellier qui était champion de France. Donc ça date quand même pas d'hier. Voilà. Et Montpellier même prend le titre, hein, sur le terrain d'Auxerre, hein. Oui, oui, à la fin, oui, avec Loulou Et Nicolin. c'est eux qui nous font descendre aussi en Tout même à temps. fait, Donc, avec Loulou Nicolin et ses cheveux orange pour l'occasion. C'était un moment assez fou de l'histoire du championnat de France, hein. On n'aurait jamais pensé que le PSG perdrait ce titre et que ce soit le le PSG de MHSC. Carlo Ancelotti en plus. Oui, ouais, qui arrivait qu'en janvier. C'était Antoine Oui. Comboiré la première partie de saison et voilà. Ça a été un camouflet pour le Paris Saint-Germain. Ça a été Ah oui, parce qu'ils étaient champions d'automne, hein. tout à fait, tout à fait. Ce qui en Ligue 1 promet très souvent le titre, sauf quand tu t'appelles Olympique de Marseille. Mais ça, c'est un autre débat. En attendant, on vous propose d'autres émissions à revoir en replay si vous aviez manqué les 21 premiers épisodes de cette émission, ce qui est fort probable. Vous avez du foot, vous avez du rugby, vous avez de la France, de l'Italie, un peu d'Angleterre et de l'Espagne aussi. On parlera peut-être d'ailleurs, comme l'année dernière, on commencera peut-être, on va dire officiellement la nouvelle saison, parce que là on est qu'au début et les choses sérieuses n'ont pas commencé, les coupes d'Europe n'ont pas commencé, mais on reparlera peut-être du Barça, qui a l'air d'avoir des agissements un petit peu étonnants. J'espère que Pierre et Docteur S. Levier. Ouais, c'est vrai. On parlera d'eux et côté rugby, on va faire prochainement, a priori, un débat à 1 an de la coupe du monde sur, les forces en présence parce qu'on est obligé de constater que les nations du Nord sont peut-être en avance sur les nations du Sud, ce qui est pas tous les jours le cas. En tout cas, pas à toutes les coupes du monde. Donc voilà, il y a du programme qui arrive. On parlera aussi de la Ligue des champions, du tirage au sort. La coupe du monde arrive à grands pas, il y aura aussi toute une couverture. Donc restez connectés, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, sur Instagram, sur Facebook, sur ce que vous voulez, même YouTube, tout ça. Et moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, profitez de la fin de l'été en espérant que... Parce comme le disait Aurélien, on est mardi, il y a des grosses inondations d'annoncer. On espère que ça va se passer de manière tranquille et que je ne ferai pas le montage les pieds dans l'eau. Et en attendant, faites du sport, vibrez le sport qui est de retour à la télé, mais surtout, comme d'habitude, soyez heureux. Ciao, ciao. Ciao à tous. Salut.